Et si la nuit où Kiev a vu ses défenses aériennes s'effondrer était le vrai tournant de toute la guerre? Cette nuit-là, la capitale ukrainienne a été submergée par une attaque d'une intensité inédite. Plus de 400 drones et près de 21 missiles lancés en quelques heures. Ce n'était pas un simple bombardement, mais une opération méthodique, conçue pour briser toutes les certitudes sur la capacité de l'Ukraine à résister. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 300 drones, accompagnés de la totalité des missiles, ont traversé les lignes de défense et frappé le cœur de la ville. Pour 8 Ukrainiens sur 10, cela signifiait une absence totale de protection. Aucune alerte efficace, aucune interception possible, rien pour endiguer la vague meurtrière. Cette faille gigantesque a révélé la vérité nue. La défense anti-aérienne de Kiev a littéralement cédé, impuissante devant la saturation et la complexité de l'assaut russe. Les conséquences ont été immédiates, brutales. Des coupures d'électricité massives ont plongé la ville dans le noir. Le chauffage s'est arrêté, menaçant la survie de millions d'habitants, pris au piège par le froid et l'incertitude. L'infrastructure vitale de la capitale, en un instant, a été paralysée, exposant les civils à un danger direct et concret, loin du front mais soudainement en première ligne d'une nouvelle guerre. Ce n'est pas seulement la perte d'une ville qui se joue ici, mais celle d'un symbole, d'un centre politique, et peut-être d'un État tout entier. C'est un effondrement militaire, mais aussi un choc moral. Comment continuer quand la peur et la vulnérabilité deviennent la norme? Si Kiev tombe, c'est toute l'Ukraine qui vacille, et avec elle l'équilibre d'une région. La perte de vies humaines, la débâcle de l'armée, la déroute de la société, tout converge en une seule nuit, marquant peut-être le début de la fin. Pour saisir comment Kiev a pu en arriver là, il faut revenir aux faits, mais aussi décrypter la mécanique invisible derrière ces chiffres vertigineux. Car derrière chaque drone, chaque missile, il y a une stratégie, des choix politiques et techniques qui ont mené à ce moment critique. Pour comprendre cette nuit fatidique, il faut remonter le fil des événements et plonger dans les décisions qui ont rendu Kiev vulnérable. D'où vient cette faille et qui l'a vraiment provoquée? Peut-on défendre une métropole du XXIe siècle face à une tempête de drones et de missiles? Après la dernière nuit à Kiev, la réponse s'impose avec brutalité. Tout ce que l'on croyait savoir vole en éclats. En quelques heures, la capitale ukrainienne a subi une attaque d'une ampleur inédite, révélant au grand jour les failles béantes de sa défense aérienne et forçant le monde à affronter un nouveau cauchemar technologique. Ce n'était pas une simple frappe, mais une opération d'une précision industrielle, méthodiquement orchestrée par la Russie. En une seule nuit, Moscou a lancé plus de 400 drones, épaulés par une vingtaine de missiles de croisière. Ce chiffre dit tout. La Russie maîtrise désormais la production de masse et la synchronisation de ses armes, capable de saturer n'importe quel bouclier. Chaque engin était programmé, guidé, suivi. Le chaos apparent masquait une logique implacable. L'armée russe ne laisse rien au hasard. La sophistication de cette attaque tenait aussi à la variété des drones employés. Certains servaient à la reconnaissance, d'autres brouillaient les radars, d'autres encore fonçaient en kamikaze sur leurs cibles. Cette combinaison a mis la défense ukrainienne sous pression permanente, l'empêchant d'anticiper ou de reprendre le contrôle. Face à cette avalanche, la défense aérienne de Kiev a été submergée. Ce n'est pas une question de courage ou de compétence, mais de mathématiques brutales. Quand plusieurs centaines de menaces envahissent le ciel en même temps, même les meilleurs systèmes occidentaux, les Patriots tant vantés, s'avèrent impuissants. Le nombre de batteries, la capacité de tir, la quantité de munitions, tout manque quand tout arrive à la fois. Depuis des mois, l'arsenal ukrainien s'érode. Certains systèmes ont été détruits, d'autres tombent en panne, faute de pièces ou de techniciens. L'usure du matériel, la fatigue des équipes, le manque de pièces de rechange, tout cela ronge peu à peu les défenses du pays. L'aide occidentale, longtemps présentée comme un rempart, montre ses limites. Délais de livraison, logistique complexe, stocks qui s'amenuisent. L'illusion d'une défense inépuisable s'effondre. Pourtant, les autorités ukrainiennes persistent à minimiser la gravité. Les communiqués officiels parlent de succès, exhibent le nombre de drones abattus, célèbrent la ténacité des opérateurs. Mais les faits sont là. La majorité des engins russes a traversé les lignes, frappant centrales électriques, dépôts logistiques, quartiers résidentiels. Kiev plongé dans l'obscurité, frigorifié au cœur de l'hiver, une réalité qu'aucun discours ne peut masquer, et que les images satellites rendent incontestable. Ce n'est plus seulement un enjeu militaire, c'est la crédibilité internationale de l'Ukraine qui vacille, l'épuisement des ressources humaines et matérielles, l'incapacité croissante à protéger la population. Chaque nuit d'attaque rapproche Kiev du point de rupture et fait planer une menace sur toute l'Europe. Mais que signifient ces failles pour l'avenir de la guerre?
Derrière chaque sirène, c'est l'équilibre même du continent qui vacille. Que se passe-t-il quand le ciel cesse de protéger une capitale en guerre? À Kiev, cette question n'a plus rien d'abstrait. L'effondrement de la défense aérienne a inversé l'équilibre. Désormais, la ville n'est plus un refuge, mais une cible, exposée à des frappes massives et répétées, loin des lignes de front. En une nuit, des centaines de drones et de missiles ont percé les ultimes remparts. Résultat, l'infrastructure critique n'existe plus. L'électricité s'efface, le chauffage tombe, l'eau cesse de couler. Pour des millions de personnes, c'est un retour brutal à la survie, sans confort ni sécurité, alors que le froid mord la ville et que le thermomètre plonge bien en dessous de zéro. Ce n'est pas un simple désagrément. C'est une crise humanitaire en formation implacable. Dans les abris, la population grelotte, privée de lumière, de chaleur, de moyens de communication. Les hôpitaux n'opèrent plus qu'au ralenti, les médicaments manquent, et chaque nuit, les plus fragiles risquent leur vie. Cette bascule est le fruit d'une stratégie russe d'usure. Saturer le ciel de drones bon marché, épuiser une défense qui coûte des fortunes à chaque tir. Un seul missile anti-aérien vaut des centaines de drones kamikazes. À ce rythme, Kiev ne peut pas suivre. Chaque attaque vide un peu plus les arsenaux, affaiblit la riposte, rapproche la débâcle. L'Ukraine dépend totalement de l'aide occidentale. Systèmes Patriot, munitions, pièces détachées, tout vient de l'étranger. Mais les stocks occidentaux ne sont pas infinis. Les débats politiques, les rivalités, la lassitude ralentissent les livraisons. À chaque retard, Kiev paye le prix fort en infrastructures détruites et en vies brisées. Face à l'intensité des frappes et à l'incertitude, le moral ploie. La peur gagne les familles, les files devant les gares s'allongent. L'exode commence. Ceux qui fuient emportent leurs compétences, leurs espoirs, laissant derrière eux une capitale qui se vide, un tissu social qui s'effrite de jour en jour. Pour l'armée ukrainienne, le choc est immense. Sans ciel protégé, chaque convoi devient vulnérable. Impossible de regrouper des forces, de défendre dépôts ou quartiers généraux. La mobilité s'effondre, l'initiative disparaît, les frappes aériennes s'intensifient jusque dans les arrières, sans répit. Chaque jour sans défense aggrave tout. Dépopulation, effondrement du front, démoralisation totale. La guerre ne se joue plus sur la ligne de contact, mais dans les abris obscurs et glacés de Kiev, où l'espoir s'amenuise à chaque heure. Mais ce choc dépasse les frontières de l'Ukraine. Les conséquences de s'annoncent déjà pour toute l'Europe. Migration, instabilité, risques sécuritaires grandissants. Si la capitale ukrainienne devenait soudainement inhabitable, que resterait-il à défendre? Ce qui semblait jadis impossible se matérialise brutalement. La défense aérienne de Kiev, anéantie en quelques heures, laisse la ville à nu. L'idée même d'un centre politique sûr s'évapore, menaçant l'existence de l'État ukrainien dans son ensemble. La première conséquence serait humaine, une migration de masse, inévitable et chaotique. Mais l'exode ne serait pas universel. Les plus pauvres, les malades, les personnes âgées resteraient piégées dans une métropole sans électricité, sans chauffage, sans perspective. Les élites économiques, politiques et intellectuelles, elles, chercheraient à fuir, emportant avec elles tout le capital social nécessaire à la reconstruction du pays. Perdre Kiev, ce n'est pas seulement une défaite militaire, c'est voir la colonne vertébrale de l'État se briser. Le moral des troupes et de la population s'effondrerait. Les organes de commandement deviendraient dysfonctionnels, plongeant la nation dans la confusion et le chaos administratif. Le pouvoir central deviendrait presque symbolique, tandis que les régions pourraient tenter de s'autogérer ou même réclamer leur indépendance. À l'échelle régionale, la vague de réfugiés submergerait les pays voisins. La Pologne, la Roumanie, la Slovaquie seraient confrontées à des flux humains inédits depuis la Seconde Guerre mondiale. Les infrastructures d'accueil, rapidement saturées, généreraient des tensions politiques et sociales, mettant à l'épreuve la solidarité européenne. Le risque de déstabilisation déborderait largement les frontières ukrainiennes. Sur le plan psychologique, la stratégie russe montrerait toute sa cruauté. En rendant Kiev invivable, Moscou exerce une pression maximale sur les civils ukrainiens. L'espoir de résister ou de remporter une victoire s'amenuise, faisant germer la résignation, voire la tentation, d'accepter n'importe quelle paix. La propagande russe, amplifiée par la situation sur le terrain, pourrait briser la volonté de combattre, même chez les plus déterminés. Côté occidental, le soutien à l'Ukraine vacillerait. Les images d'une capitale en ruine, la lassitude des opinions publiques, la répétition des demandes d'aide militaire et financière risqueraient donc de provoquer un décrochage fatal. Certains gouvernements, sous pression interne, pourraient sans ralentir ou stopper leur livraison d'armes et de fonds, isolant encore davantage Kiev.
Dans ce contexte, la Russie sortirait renforcée sur le plan stratégique. L'équilibre des forces serait brisé durablement. Moscou pourrait imposer ses conditions, envoyant un signal glaçant à ses voisins. La supériorité militaire finit toujours par triompher, surtout lorsque la défense adverse s'effondre sous le poids du temps et de l'usure. Le coût de la perte de Kiev dépasserait de loin la seule sphère ukrainienne. Le chaos intérieur, les déplacements de populations incontrôlés et le risque sécuritaire s'étendraient à toute l'Europe. La guerre, loin de s'arrêter aux frontières, propagerait des ondes de choc que beaucoup, jusqu'ici, n'avaient pas voulu voir. Mais tout n'est pas joué. L'histoire récente montre que même face à la ruine, une résistance peut renaître. Comment l'Ukraine et ses alliés pourraient-ils réagir pour inverser le cours de cette défaite annoncée ? La chute de Kiev, bien plus qu'une défaite locale, c'est un électrochoc pour toutes les armées du monde. Cette nuit-là, la capitale ukrainienne s'est retrouvée dans le noir, mais aussi nue face à la guerre moderne. Les certitudes se sont éteintes avec les lumières. Première leçon, aucune ville n'est à l'abri. Lorsque des centaines de drones traversent, dans un souffle, les défenses, l'idée d'invulnérabilité s'effondre. Les grandes métropoles, jadis protégées par la distance ou la technologie, deviennent la proie directe de la saturation numérique. Deuxième constat, la doctrine occidentale, centrée sur la qualité et la supériorité technologique, montre ses failles. Les systèmes conçus pour intercepter quelques projectiles sont noyés sous la vague coordonnée de menaces bon marché, intelligentes et multiples. La quantité écrase l'excellence individuelle, l'équilibre bascule. Troisième choc, l'urgence d'innover et d'adapter. Les réponses lentes, les décisions centralisées et la dépendance à du matériel rare ne résistent pas à la pression continue des essaims automatisés. Il faut improviser, intégrer des solutions agiles et réorganiser la défense en temps réel. Quatrième vérité, la guerre de saturation dévore les ressources. L'énergie, les effectifs, les munitions fondent. Les rapports enjolivés ne résistent pas à la ville plongée dans l'obscurité. Seule une gestion transparente et rigoureuse des stocks, une logistique souple et l'acceptation de la réalité permettent de durer. Enfin, la montée de l'asymétrie impose de repenser alliances et doctrines. Seule la coordination multinationale, le partage des moyens et l'adaptation rapide aux nouvelles menaces permettront d'éviter qu'une autre capitale ne tombe à son tour. Désormais, la question n'est plus de défendre un territoire, mais de survivre à la prochaine révolution militaire. Ceux qui ignorent les leçons de Kiev risquent de voir la tragédie se répéter, avec des conséquences dévastatrices pour leur peuple et pour la stabilité régionale. Mais cette défaite militaire n'est qu'un début. Derrière la chute de Kiev, c'est tout l'équilibre européen qui vacille, et personne ne peut prédire où s'arrêtera la vague. Après cette nuit où Kiev a vu son ciel déchiré, que reste-t-il à espérer ou à redouter pour l'Ukraine et l'Europe ? La perte de la protection aérienne de la capitale n'est pas un simple revers militaire. C'est un électrochoc, une alerte qui dépasse les frontières. Elle révèle la fatigue des alliés, le tarissement des stocks et la réalité d'une guerre où la technologie décide du sort des nations. Plus de 400 drones, près de 20 missiles, la capitale a été frappée sans retenue, exposant une vulnérabilité crue. Cette attaque n'a pas seulement détruit des défenses, elle a sapé la confiance de toute une région dans la capacité à résister. L'idée que l'aide occidentale pouvait compenser le déséquilibre du conflit s'effondre. La chute de la défense aérienne marque un basculement stratégique. À présent, la Russie détient une supériorité quasi totale dans le ciel, capable de frapper, à tout moment, les infrastructures vitales et la vie quotidienne. Pour l'Ukraine, c'est l'impossibilité de se réorganiser, de se reconstruire ou même d'espérer un retour à la normalité. Pour l'Europe, c'est c'est la prise de conscience que les lignes de front ne se dessinent plus seulement sur les cartes, mais dans les réseaux électriques, les couloirs de réfugiés et les débats internes. Ignorer ce signal de Kiev, c'est s'exposer à la prochaine onde de choc. Minimiser cette brèche, c'est croire que la guerre reste lointaine, alors qu'elle vient de franchir un seuil décisif. Désormais, chaque décision, diplomatique, militaire, humanitaire, pèsera sur la stabilité de tout le continent. Reconnaître la chute de la défense aérienne, c'est accepter de douter de la résilience d'un État, de la force des alliances et de la portée réelle des engagements occidentaux. Mais c'est aussi une invitation à réfléchir, à débattre, à anticiper, avant que les conséquences ne deviennent irréparables. Que vous soyez à Kiev, à Varsovie, à Paris ou à Berlin, la question n'est plus de savoir si le danger est réel, mais comment y répondre demain. Ce tournant, qu'on l'accepte ou qu'on le nie, façonnera l'avenir de la région. Reste à se demander,
Que se passera-t-il si la domination aérienne se combine à de nouvelles offensives terrestres et à une pression psychologique croissante sur les populations? Pour répondre à cette question, il est essentiel d'étudier l'histoire et d'analyser comment les sociétés humaines ont surmonté des situations apparemment désespérées. Prenons l'exemple du siège de Londres durant la Seconde Guerre mondiale. La capitale britannique fut la cible de bombardements aériens massifs par la Luftwaffe allemande, surnommée le Blitz. Pendant plus de 8 mois, des milliers de bombes se sont abattues sur la ville, détruisant quartiers entiers, semant la panique et la désolation. Pourtant, la résistance de la population, l'organisation de la défense civile et le soutien international ont permis à Londres de tenir. On a vu naître des abris collectifs, des réseaux de solidarité, une innovation constante pour pallier le manque de ressources. Cet exemple historique montre que l'esprit de résilience peut émerger dans la pire adversité. Un autre parallèle frappant se trouve dans l'histoire d'Israël, confronté à des attaques de roquettes régulières sur ses villes depuis la bande de Gaza. Face à cette menace, Israël a investi massivement dans le développement du dôme de fer, un système de défense anti-aérienne capable d'intercepter une grande partie des projectiles. Ce système n'est pas infaillible, mais il a permis de réduire considérablement les pertes civiles et de maintenir la confiance de la population. Il illustre l'importance cruciale de l'innovation technologique et de la coopération internationale pour renforcer la sécurité d'un État sous pression. Dans le cas de Kiev, plusieurs scénarios d'avenir peuvent être envisagés. L'un des plus sombres serait une évacuation partielle ou totale de la capitale, orchestrée dans la précipitation, laissant derrière elle un vide administratif et symbolique. Les autorités ukrainiennes pourraient être contraintes de se replier vers l'ouest du pays, comme cela s'est vu lors de la chute de Kaboul en Afghanistan, où le gouvernement s'est effondré en quelques jours sous la pression des talibans. Un repli précipité engendre souvent la perte de contrôle, la montée du chaos local, l'émergence de milices et la fragmentation du territoire. Mais un autre scénario demeure possible, celui d'une mobilisation générale, d'une réorganisation de la défense et d'une adaptation rapide aux nouvelles formes de menaces. Cela exigerait une refonte totale de la doctrine militaire, une accélération des livraisons d'armes adaptées, une coopération renforcée avec les partenaires occidentaux. Il serait crucial, par exemple, de développer des drones intercepteurs à bas coût, des systèmes laser anti-drones, ou de recourir à l'intelligence artificielle pour mieux anticiper et contrer les attaques massives. De petites unités mobiles, équipées de radars portables et d'armes légères, pourraient être déployées dans chaque quartier pour renforcer la résilience urbaine. L'exemple de la résistance tchétchène à Grozny, malgré la destruction de la ville, montre que des poches de défense peuvent persister si la volonté collective est entretenue. Sur le plan civil, il est impératif de renforcer les infrastructures critiques, multiplier les générateurs de secours, installer des réseaux de chauffage d'urgence, distribuer des kits de survie composés de lampes solaires, de batteries portables, de rations alimentaires longue conservation. L'organisation de quartiers autogérés, la création de centres de soins mobiles et la formation des citoyens aux gestes de premier secours peuvent sauver de nombreuses vies. La diaspora ukrainienne, forte de plusieurs millions de personnes, pourrait aussi jouer un rôle central en collectant des fonds, en acheminant du matériel et en plaidant la cause de l'Ukraine auprès de l'opinion publique mondiale. Il faut également anticiper les enjeux psychologiques. La guerre moderne ne se joue pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans les esprits. Il est essentiel de maintenir la cohésion nationale par des campagnes d'information honnêtes, en évitant les discours trop lénifiants ou propagandistes. Le gouvernement doit reconnaître les difficultés tout en mettant en avant les exemples de courage et de solidarité. L'histoire de la Pologne, qui a résisté à de multiples invasions et occupations, démontre que l'esprit national forgé dans l'épreuve peut devenir une arme redoutable. Pour l'Europe, la chute La chute de Kiev serait un signal d'alarme. Les gouvernements occidentaux devraient accélérer la production de munitions, simplifier les procédures de livraison d'armement et renforcer la coopération entre services de renseignement. Il serait judicieux de mettre en place une task force commune, capable de réagir rapidement à l'évolution du front et de coordonner l'accueil des réfugiés. Les grandes villes européennes pourraient organiser des simulations de crise, renforcer leur propre défense et actualiser les plans d'évacuation. Au-delà du militaire, la dimension économique ne doit pas être négligée. La Russie mise sur l'épuisement des ressources adverses et l'asphyxie économique.
Il s'agirait pour l'Ukraine et ses alliés de diversifier les approvisionnements énergétiques, de soutenir les entreprises stratégiques et de résister à la guerre de l'information menée par Moscou. L'exemple de la Seconde Guerre mondiale, où les Alliés ont su coordonner leurs efforts industriels, logistiques et financiers, reste d'une pertinence brûlante. Enfin, il ne faut pas sous-estimer la force des alliances. L'OTAN, l'Union européenne, le G7 ont les moyens de faire basculer la situation par une mobilisation sans précédent, à condition de dépasser les querelles internes et la lassitude. La solidarité ne doit pas rester un mot creux, elle doit se traduire par des actes concrets, visible et une vision claire du coût de l'inaction. En conclusion, la nuit où Kiev a vu son ciel déchiré n'est pas seulement un épisode tragique de plus, c'est une bifurcation historique. L'avenir de l'Ukraine, et peut-être celui de toute l'Europe, se joue dans la capacité à tirer les enseignements de ce choc, à mobiliser toutes les ressources disponibles et à imaginer des solutions nouvelles. Ce qui est certain, c'est que l'histoire ne pardonne jamais l'aveuglement ni l'immobilisme. La question n'est plus: peut-on défendre la capitale? Mais bien, sommes-nous prêts à tout faire pour que la prochaine ville ne tombe pas? Reste à savoir si nous saurons, collectivement, répondre à ce défi et inscrire une nouvelle page de résistance dans le livre de l'histoire européenne.